Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running Trail. Bienvenue dans cette vidéo que tu vas trouver très intéressante. Surtout si tu t'intéresses aux apports en glucides pendant l'effort, pendant les ultra-trails. Si tu en as marre, par exemple, de consommer des gels hyper sucrés, des barres hyper sucrées, qu'au bout d'un moment, tu satures, tu as des problèmes gastriques. Tu te demandes si tu peux garder le même niveau de performance en consommant moins de glucides et par quoi remplacer les glucides rapides pendant l'effort. C'est une vidéo que je te propose, c'est plutôt même une interview que j'ai réalisée avec une personne qui va t'apprendre beaucoup de choses sur l'utilisation des glucides pendant l'effort et par quoi les remplacer. C'est à toi de voir après si tu veux faire le test ou pas. On en parle dans cette interview qui dure assez longtemps. Prends un bloc-notes, un café, un thé ou un chocolat chaud à la mexicaine. C'est une petite recette que j'ai découverte et que j'ai mis notamment sur mon espace membre de l'Académie Running et Trail. Allez, je ne t'en dis pas plus. C'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Mais en tout cas, c'est bien de faire l'interview sans filet. C'est rare. Surtout sur les produits de nutrition ou les produits comme ça. Donc, on va voir comment tu te débrouilles. C'est parfait. Oui, j'imagine que c'est complexe la nutrition. Ça a beaucoup à voir. C'est très individuel. Ouais. Très Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement comment t'es venu aussi l'idée de fonder Olifat et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Donc, voilà, présentation rapide. Moi, je suis né à Mexico, passionné de VTT dans les années 90. J'ai fait deux championnats panaméricains, donc continental et un championnat du monde en junior. Donc là, j'étais vraiment jusqu'au jour où je me suis cassé les ligaments croisés des genoux. D'accord. Et à ce moment, j'ai rentré à l'université. Donc voilà, tout arrive pour une bonne raison parfois. Et j'ai fait 1 an et demi nutrition et technologie d'aliments pour après basculer sur design produit. Donc, j'ai les deux casquettes. Et je suis arrivé en France, à Grenoble. D'accord. Les prétextes, c'était faire un master de commerce, mais bon, moi, j'adore la montagne. Donc, Grenoble, c'était le cadre idéal. C'est comme ça que j'ai arrivé en France. Et j'ai travaillé sur la grande distrie, donc grosse magasin de sport bleu qu'on connaît bien. Donc là, j'ai fait 7 ans chez eux. Et après, c'est comme ça que je suis arrivé au nord, à Lille. D'accord. Et après, j'ai fait aussi les supermarchés en tant qu'acheteur et manager d'une équipe. Et après 14 ans de faire des carrières sur la grande distribution spécialisée et alimentaire, j'ai décidé en 2018 de me lancer sur ce projet qui m'appassionne, qui c'est Olifat. D'accord. Mais bon, pendant ça, c'est ta carrière professionnelle, mais tu as quand même continué le sport, tu as repris le sport. Tu n'as peut-être pas à haut niveau comme les championnats du monde, tout ça, mais tu as quand même continué le sport de haut niveau, quoi. J'ai continué effectivement, dès que j'ai arrivé au nord, j'ai vendu mon VTT parce qu'on n'a pas beaucoup de montagnes, mais je me suis mis au vélo de route. Et en 2018, j'ai fait la course qui s'appelle la French Divide, où on va traverser la France par des chemins c'est 70% VTT, ça part de la frontière avec la Belgique, donc un peu, et ça traverse la France jusqu'au Pays Basque. D'accord. Il y a combien de kilomètres par étape à chaque fois, là? En fait, c'est une seule étape pour que chacun décide. Une seule étape? Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est 2300 kilomètres. Je pense que les records, la personne qui a gagné, je pense qu'il doit être autour de 8 jours pour 2000 kilomètres. Donc, il dort très peu. Moi, je suis arrivé au checkpoint 3 à 2100 kilomètres au jour 13 et on a 15 jours pour les finir. Donc, moi, j'ai abandonné à 300 kilomètres de l'arrivée parce que j'avais pas le temps. J'avais un avion à prendre pour récupérer la famille. Mais en fait, tout s'est passé bien, j'étais bien dans les temps. Mais c'est aussi une épreuve psychologiquement très dure. Ouais, ça, je l'imagine. Alors, on va revenir sur les produits énergétiques et tu as choisi de te concentrer sur les sportifs d'endurance. Pourquoi le sport d'endurance? Il a deux raisons.
Bon, la première et je pense, et nous constatons que dès qu'on fait moins de 2 heures de sport, en même 3 heures de sport, en réalité, on n'a pas besoin d'avoir un produit, on n'a pas besoin de manger pendant la séance de sport. Donc, ça, c'est la réalité. C'est comme quand on fait un 100 mètres, on ne va pas manger, un 5000 non plus, à 10 000 non plus. Moi, je pense que la barrière où on commence à avoir besoin de manger, ça dépend. Si on n'est pas habitué aux lipides, ça sera 2 heures. Mais si on est habitué aux lipides, on peut facilement faire 4 heures d'effort sans devoir vraiment manger quelque chose comme des dents, quoi. D'accord. Donc, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les produits Olifat dont on va parler, c'est plus avec une consommation de lipides. Mais on va aborder aussi juste après le sujet des glucides, parce que forcément, sportif d'endurance dit gros apport en glucides aussi. Et j'aurais besoin de t'avoir ton avis, ton expérience sur le sujet. Donc, tu dis que les produits Olifat, donc c'est pour les sportifs d'endurance. Et on pense forcément aux cyclistes, aux triathlètes, aux coureurs de fond même. Je pense que ceux qui font le marathon en 3h30, 4h, 5h vont pouvoir utiliser ce genre de produit. Mais par exemple, moi j'ai pensé aussi aux joueurs de tennis, là j'ai juste avant de tourner la vidéo. Les joueurs de tennis, parfois ils font des matchs qui durent 4 ou 5 heures. Est-ce que pour eux, ça pourrait être utile? Oui, tout à fait. Moi, j'ai dit pendant l'effort, si on va faire 3 heures, on sort de la maison, on mange et on revient à la maison, on mange. Effectivement, c'est ça que je voulais dire. Par contre, dans la réalité des choses, c'est que quand on va faire un match de tennis, un match de basket ou un triathlon courte distance, imaginons un triathlon, la réalité, c'est qu'on prend les petits déjeuners très tôt le matin, après on se déplace au lieu de l'épreuve. Et parfois, on attend 3-4 heures du moment qu'on a pris les petits déjeuners jusqu'au moment de l'épreuve. Et c'est là où un produit à base de lipides, donc un indice glycémique 0 ou très, très bas, ça va, il vient avec toute sa légitimité pour prendre dans cette période, en avant-course. D'accord. On a des ambassadeurs qui les prennent en avant-course. Ça, une des caractéristiques de lipides, c'est qu'on va partir avec une sensation de satiété et après, on peut faire tous les marathons, le triathlon olympique, donc 2-3 heures, sans devoir manger juste avec l'hydratation. D'accord. Oui, parce que c'est important de dire que lorsqu'on fait une compétition ou un entraînement, très souvent, on te dit que tu vas consommer ton dernier repas 2-3 heures avant. Très souvent, par exemple, je prends les marathoniens, c'est le marathon de Paris, hein, c'est ce week-end, je crois, ou c'est le week-end prochain. Oui. Les mecs vont avoir un départ à 9 heures, donc il y en a qui vont se lever à 4-5 heures du matin pour déjeuner. Donc forcément, après, ça complique, la difficulté de prendre le ravitaillement. Et très souvent, on voit qu'ils vont utiliser une boisson à faible, on parle d'une boisson d'attente, par exemple, une boisson à faible dosage glycidique. Et toi, tu dis qu'on peut le remplacer, on peut basculer. Alors, je vais le montrer à l'écran parce que on a les purées, parce qu'on va y revenir, mais hop, je vais choper les barres 1 seul au fond, comme par hasard. On peut utiliser donc, ce que tu dis, une barre comme ça qui est de l'oléagineux plutôt que de prendre une boisson d'attente, par exemple. Ou quelque chose, ou un gel, quelque chose qui est plein qui a forte teneur en glucides. Oui, tout à fait. Parce que la boisson, si on a soif, effectivement, on peut prendre une petite boisson. Mais ce qui arrive, c'est que les gens, et surtout ceux que, bon, en fait, même quand on est habitué à faire des courses, on est nerveux, on a cette anxiété de démarrage. Et parfois, j'ai vu des coureurs qui sont en gel et c'est juste parce qu'ils sont nerveux, ils les mangent 40 minutes avant le départ. Donc, ça, c'est une des pires choses qu'on peut faire parce qu'on n'a pas besoin de gel, on est en repos. Même si on est en chauffement, on est en repos et on n'a pas besoin de manger une charge glucidique tellement forte. Donc, un produit comme Olifat, il y aura 2 facteurs. C'est les facteurs psychologiques. OK, je mange quelque chose, je suis saine, je vais être tranquille avant le départ. Et il a la fonction des sensations de satiété, de dire, je peux démarrer ma course et j'ai pas cette sensation de faim. Et donc là, c'est très intéressant. D'accord. Alors, autre question.
Comment vous élaborez vos recettes pour vous assurer qu'elles sont saines et adaptées à tout le monde? Et combien de temps ça prend pour valider, par exemple, une barre, une nouvelle saveur de goût pour vos barres? Combien de temps de recherche d'ailleurs pour une barre ou un gel? Je me suis toujours posé la question. Donc, une purée, attention. les purées, oui. L'alternative au gel. Donc, nous, les premiers produits qu'on avait développés, c'était les purées. Donc, comment on est arrivé? Moi, dans ma tête, les projets que j'ai souhaité faire, c'était la nutrition à base de lipides. Donc, la première partie de la recherche, c'est quel type de lipides. On a des lipides saturés, polysaturés, insaturés. On avait l'option, moi, j'avais regardé la piste des beurres clarifiés, donc d'origine animale, que c'est des graisses qui sont très intéressantes. Et après, on commence à mettre des contraintes, c'est-à-dire, OK, c'est quoi plus facile à me fournir? C'est quoi comment on va travailler? C'est quoi les profils gras des différentes sources de lipides? Deuxième étape, donc à ce moment-là, j'ai parti sur la décision d'utiliser les oléagineux. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait un test avec plusieurs oléagineux, donc des amandes, des noix de cajou, comment s'appelle ça, les noisettes, les noisettes, des pistaches. Les pistaches aussi, ouais. Et des macadamias. Et d'abord, c'était un regard, un comparatif sur les profils gras. Les cacahuètes, par exemple, qui s'utilisent beaucoup. Aussi. Les cacahuètes s'utilisent beaucoup parce que c'est les moins chers de tous. Ouais, forcément, ouais. Mais le problème de la cacahuète, c'est que il a des inflammatoires et que c'est pas très bon pour manger énormément. Donc nous, on a seulement sur un produit des petits morceaux, parce que les gens ils aiment bien. Mais la base de nos purées, on a choisi l'amande, les noix et les noix de macadamia. D'accord. Donc on a travaillé la base. Et une fois qu'on a validé la base, OK, combien de noix, combien d'amandes, quelle texture on veut, on a ajouté les triglycérides à chaîne moyenne, que c'est les acides gras qu'on va absorber les plus facilement possible. Et donc là, ça nous fait un produit, la base. Donc nous, on a deux bases. Une base pure noix de macadamia et une deuxième noix et amandes. Et après, c'est la partie la plus fun avec l'équipe de dire, OK, on va faire décider qu'est-ce qu'on va mettre dedans. OK, on va mettre des cacao. Le cacao, il est très amer. OK, donc on met les sels pour combattre l'amertume parce que c'est interdit chez nous. Donc, on ne peut pas utiliser comme les chocolats et mettre du sucre et là, ça cache tout. Ouais. Nous, c'est complètement interdit. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour venir balancer l'amertume de cacao? OK, on met du sel. Après, on met la cannelle, on met du cardamome, on met des fruits lyophilisés. Maintenant, on commence à tester avec les fruits et c'est quelque chose qui marche très bien. Et c'est comme ça qu'on valide toute une panoplie de produits. Et après, on les met en vente. L'avantage d'être producteur, c'est que si on voit qu'un produit il marche un peu moins bien, on les sort de la gamme et on met à nouveau. D'accord, OK. Tu as parlé de digestibilité, tout ça, sur beaucoup de cette importance-là. Combien de temps vous estimez qu'il faut pour qu'une barre ou une purée soit digérée par notre organisme? Les purées, c'est extrêmement rapide parce que l'estomac, il ne travaille pas. En fait, comme c'est un produit très gras, il va passer direct à l'intestin et il va s'absorber très rapidement. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas de problème digestif. On aura cette sensation de satiété et les produits, il va venir s'absorber très rapidement. Les barres, c'est un peu différent parce qu'on utilise la fibre. D'accord. Et donc, la fibre, il va rester un tout petit peu plus de temps dans l'intestin. Les temps que ça se libère parce que c'est une fibre, les premiers ingrédients, c'est oligofructose. En fait, c'est la racine de chicorée. Et ce qui va arriver, c'est une fibre qu'on ne digère pas. Et donc, ça va passer tous les tracts intestinaux. Et c'est un peu plus lent. Mais je pense que les produits les plus rapides, les plus techniques, c'est bien les purées. D'accord. Si on comparait une purée par rapport à un gel classique à base de glucides,
tu dirais que la purée s'absorbe plus facilement que le gel ou pas? Ou c'est à peu près kiff-kiff bricot? Euh, Juste sur l'assimilation. il y aura deux choses très différentes. Les gels, la plupart, ils utilisent des sucres complexes. Oui, tout à fait, ouais. Et donc, par exemple, la maltodextrine, il y a beaucoup de clients qui ont des problèmes avec ça. Parce que la maltodextrine, il faut que l'estomac, il travaille pour la décomposer. Tout à fait. OK, ça, je savais. Donc, une fois que l'estomac, il a décomposé, les sucres, ils s'absorbent très rapidement. En fait, on va avoir une sensation très rapide d'assimilation. En temps d'assimilation, ça ne sera pas trop différent de gras, mais la sensation, ça sera trop rapide parce qu'on a l'indice glycémique descend, va augmenter très rapidement. Et donc, on va se sentir différent, on va sentir un boost. La problématique derrière, c'est que si on n'est pas en effort intense et on fait ça, après, on aura une baisse de cette glycémie. Et c'est pour ça que toutes les gels, si vous verrez, ils conseillent de les prendre toutes les 40 ou 45 minutes. Tout à fait, ouais, pour remonter le… D'accord. Donc, on peut faire ça 2, 3 fois. Moi, je connais beaucoup de gens qui, à la 4e, ils sont, c'est les vomissements. L'estomac, il ne peut plus. Tout à fait. Parce qu'on va le préciser, parce que je l'ai précisé dans une vidéo que je peux acheter dessus. Les purées ou les bas sont conçus pour 2 à 3 heures d'effort quand même. Hein. Donc, on part sur une utilisation beaucoup plus longue, on va dire, et beaucoup moins fréquente que sur un gel ou sur une barre. On va rentrer dans le sujet avec la question. Tu vois, ça t'as un petit peu déjà répondu, mais peux-tu nous expliquer comment tu utilises les lipides comme source d'énergie plutôt que les lipides? Quels sont les avantages pour les sportifs d'endurance à utiliser plus souvent les lipides que les glucides? Il a effectivement, donc aujourd'hui, toutes les études, on voit cette croisement de l'utilisation d'une source d'énergie ou d'une autre. Donc, quand on est en repos, le corps, il va utiliser plutôt les lipides. Ça, c'est l'état naturel du corps parce qu'on n'a pas besoin d'une énergie rapide. Quand on passe l'échauffement sur notre épreuve, donc on va dire jusqu'à 70% de l'effort maximal, le corps il va privilégier les lipides naturellement. Donc on va voir la courbe de combien de lipides on utilise, les glucides on utilise moins, et dès qu'on accélère et qu'on rentre dans son effort plus intense, donc on va dire 75%, 80%, 90% de max, là, ça se croise et le corps, il utilise plus de glucides et moins de lipides. Seulement que quand on passe un effort d'endurance, sauf si on est les top 5 professionnels qui arrivent à tenir 5 heures avec un effort. Le niveau est très élevé, ouais. 80% des gens, ils vont faire ces épreuves à 60-70% des max. 80%, c'est pas beaucoup, je trouve. Un peu plus que ça, je pense. Ouais, un peu plus que. Ça dépend. Donc, ça, c'est pour la plupart des gens. Donc, on a cette croisement et ça dépend quel type de filière énergétique on utilise. Il faut manger la filière qu'on est en train d'utiliser. Si par contre, on est adapté, donc nous, on a quelques ambassadeurs, donc quelques ambassadeurs qui sont déjà plusieurs mois ou des années sur un régime cétogène. Là, sur nos pages, sur nos blogs, vous pouvez voir un peu les récits et leur expérience. Eux, ils vont arriver à 90 en utilisant encore plus de lipides que des glucides. Donc, ça, c'est un travail d'alimentation au quotidien que je sais que la plupart des gens, c'est compliqué. Mais pour les deux cas, les lipides sont très intéressants, surtout sur cette phase jusqu'à 75% d'effort maximal. Donc, ça, c'est un des avantages. La deuxième, c'est aussi les rapports calories-poids
qu'on va voir. Ouais. Donc, comme on est sur des ultra trail ou des vélos qui partent qui vont porter leur alimentation, Tout à fait. à savoir que les lipides, pour les mêmes poids, on a plus de double Des calories. des calories. Et donc, Tout à fait, ok. effectivement, on porte beaucoup plus des calories, des unités d'énergie sur un produit à base de lipides qu'à base de glucides. D'accord. On dit souvent que notre stock de glycogène est limité. Donc, c'est pour ça que très souvent, les marques jouent là-dessus. Par exemple, sur un marathon, au bout de 2h30, 3 heures d'effort, ton stock de glycogène a baissé, il te faut prendre des gels. Et en parallèle, les marques vont te dire, ben, tu as un stock de lipides qui est énorme par rapport au truc. Donc, pourquoi, je vais te contredire, mais pourquoi consommer des lipides si on sait qu'on a un stock énorme, qu'on peut utiliser nos graisses, sauf si on est peut-être fit, comme certains coureurs, mais pourquoi à ce moment-là consommer plus de lipides pour des efforts de type d'endurance? Super bonne question. Très bonne question, Jean-Marc. Parce que là, déjà, effectivement, même les sportifs qui sont très fins, ou ils sont en taux de graisse très bas, ils ont énormément de stocks, beaucoup plus que des glucides en réserve. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est intéressant d'avoir un produit comme ça. Je parlais tout à l'heure, avant l'effort, il y a un facteur psychologique qu'on est habitué à manger. Et je pense qu'effectivement, les gens qui sont déjà en régime cétogène, comme les ambassadeurs qu'on a, ils sortent, ils vont faire des tours de vélo 4-5 heures. Moi, je l'ai déjà fait à jeun et on n'a pas besoin de manger, mais c'est parce qu'on est habitué. On est habitué. 80% des gens qui sont en alimentation normale, ils vont partir faire un marathon ou un triathlon. Et au départ, très bien, ils peuvent utiliser leur graisse jusqu'à qu'ils vont prendre un gel ou une boisson très sucrée. OK. Parce qu'une fois que les taux glycémiques augmentent, il y a un moment donné qu'on va sécréter l'insuline. Tout à fait, ouais. À savoir que les sucres dans le sang, à certains niveaux, c'est toxique. C'est pour ça qu'on a les diabètes type 1 qui doivent s'injecter l'insuline. Parce que l'insuline, il va dire, attention, on a un niveau de glycémie trop haut. Donc, l'insuline, il va faire deux effets. Il va prioriser l'utilisation des sucres, des glucides dans le sang. Et il va empêcher qu'on vienne utiliser nos graisses. D'accord. Et donc, une fois qu'on rentre dans cette cercle, nos graisses, ils sont bloqués. On ne peut plus les utiliser. D'accord. Okay. On a besoin d'utiliser un autre gel et un autre gel. Parce qu'on a bloqué le système d'utilisation de graisse très rapidement. D'accord. Alors, avant de rentrer dans des cas concrets, j'ai plusieurs scénarios pour les sportifs d'endurance. Tu sais que il y a des études qui vont pas forcément dans ce sens-là. Hein. Alors moi, j'ai noté une étude de Elge et Go en 2001. Ils ont examiné les effets de la consommation de boissons contenant des lipides pendant l'exercice prolongé à haute intensité. Ça n'a pas montré une amélioration de la performance, même si ça a augmenté l'oxydation des graisses. Ça me fait penser, tu vois, un petit peu au débat sur les chaussures minimalistes et sur la foulée idéale. Il y en a qui vont te dire, c'est un gros débat, c'est la bataille entre course talon, course médio-pied, avant-pied, ça n'en finit plus, ça brouille un peu le discours de chacun. Tu en penses quoi, toi, de tout ça? Là, j'avais vu cette étude, c'est super intéressant parce qu'il dit qu'il n'a pas d'avantage, mais comment il faut le dire, c'est qu'il n'a pas d'inconvénient. Voilà. Donc, une fois qu'on n'a pas d'inconvénient, donc ça veut dire que le corps, il fonctionne de façon normale en utilisant des lipides. Mais ça qu'il ne dit pas, c'est que quand on utilise un produit à base de glucides très chargés, il ne fonctionne pas de façon normale. Parce que les taux glycémiques arrivent on peut faire des hyperglycémies ou des hypoglycémies parce qu'on est en train de jouer. Donc, effectivement, à base de lipides, l'étude, il est très bien. Pas d'avantage, ce n'est pas un dopage. Mais les corps, ils fonctionnent très bien. Par contre, en face, on a l'option à base de glucides. Et là, on a des désavantages.
On a des désavantages sur la course parce que on va rentrer sur un cercle vicieux qu'il faut consommer, consommer, consommer. Après 4 heures, les corps, ils peuvent plat. Dès qu'on passe des 60 grammes par heure des glucides, il a un risque c'est ce qu'on appelle l'estomac des coureurs. On a un risque des vomissements et des nausées. Donc, 60 grammes, si on est basé que sur les glucides, toutes les marques, ils sont plus que ça. D'accord. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est incertain. Dès qu'on prend une boisson, tout ça, on peut monter très vite à un taux de glucides. Donc, justement, ça tombe bien, ça va être une question intéressante. On va imaginer des scénarios pour les sportifs d'endurance qui participent au marathon, qui participent à un triathlon, un ultra-trail, et qui n'ont pas forcément, sont pas forcément habitués à faire une alimentation cétogène. C'est mon cas, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut déjà mixer glucides et lipides? Comment faire justement pour qu'on ait l'utilisation maximale des lipides? Quelles vont être tes recommandations? Donc, pour des efforts, par exemple, de moins de 1h30, là, tu dis que est-ce que déjà, pour ce premier cas-là, c'est utile de consommer des lipides, pardon, ou alors il n'y a pas besoin de faire de mix avec les produits énergétiques classiques? Ok. Donc, on va dire les cas des 1h30. Donc, ça fait un triathlon sprint ou un semi-marathon. Un semi-marathon. Donc, là, moi, j'ai conseillerais de prendre un produit ou même pas un produit avec un indice glycémique très bas avant la course. Donc, on est en train de dire 30 minutes avant que c'est déjà très, très proche. Comme ça, on part sur une sensation de satiété et psychologiquement prêt. Quand tu dis ça, tu conseilles une barre, en fait, une barre Olifat. Une barre ou une purée, oui. Une purée, ok. On part, si on est sur un très bon niveau, donc moins d'1h30, moi je dirais, on prend rien jusqu'à dernier ravito, on prend une petite gorgée d'eau et c'est tout. D'accord. Pas de produits Olifat, pas de produits énergétiques non plus, style gel, tout ça. Non. 1h30, ça c'est si on est à un bon niveau d'entraînement. Si on est quelqu'un qui peut-être va faire les semi-marathons à 1h45, 1h50, donc là, ça veut dire que le niveau il est un peu plus bas, il va prendre un peu plus de temps, il va souffrir un peu plus. Donc moi, j'essaierai de l'idée de, pareil, à produire Olifat avant la course et pour au kilomètre 16-17, donc on va dire 30 minutes avant la fin. On peut passer à côté de ravito et prendre de l'eau avec un petit orange ou de l'eau avec parfois ils mettent des morceaux de banane. Il va pas faire de mal parce que ça va nous permettre c'est très important ça, d'avoir les niveaux de glycémie stables, pas dans les muscles, parce que là, je pars dans la logique qu'on n'a pas besoin dans les muscles pour 1h30, mais dans les sangs. D'accord. Donc, on n'aura pas la sensation des nausées comme ça. D'accord. Ça, c'est le premier cas. Donc, déjà, quand même, tu dis quelque chose. Quand on voit que tu as des marques qui font des packs pour des gels, l'utilisation des gels sur la durée, sur un semi-marathon, tu es contre ça, donc? Oui, attends, c'est ton téléphone que… Ah, moi non. Je pense que ça… J'entends aussi que ça vibre, que ça sonne. Ah, voilà, moi, ça sonnait de mon côté. Donc, si tu voilà. peux me dire… Là… Allez, on recommence. Donc, tu as beaucoup de marques qui vont te dire prendre un gel au 10e, prendre un gel au 15e, prendre un gel au 17e, 18e. Donc, pour toi… Alors, pour toi, c'est pas bon. Mais est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas forcément une alimentation optimisée, qui n'a pas un stock de glucides très important, je veux dire, qui n'a pas optimisé son stock de glycogène avant la course, est-ce que ça peut pas être un peu pertinent justement de prendre une petite dose de sucre comme ça?
Oui, j'ai vu les conseils de quelques marques. On était au marathon de Paris et j'ai vu un panneau comme ça de toutes les 5 kilomètres. Donc, il avait une dizaine de gens pour faire les marathons. Là, j'étais complètement… moi, je pense que ce sont des marches marketing. Il n'a aucun sens. Et même pour les personnes qui sont à un niveau de conditionnement, d'entraînement inférieur et qu'ils vont souffrir un peu plus, moi, je dirais, on va jusqu'à 1h30 sans rien prendre. Et à 1h30, moi, je suis plus de prendre une source un peu plus consistante qui est un gel, par exemple, ou qu'une boisson très sucrée. Moi, je dirais, bon, un morceau de banane, parfois il a des pains d'épices, quelque chose qu'on peut mâcher un peu, faire un pas dans la bouche. Psychologiquement, ça va beaucoup mieux être reçu par les corps que si on vient mettre en charge. Parce que si déjà on est très fatigué, donc on commence à faire à avoir les niveaux glycémiques un tout petit peu bas, on est déjà un peu en nocé et on se prend un shot comme ça. Moi, je pense que c'est une des raisons que les gens ils finissent, qui commencent et qui vomissent des côtés. C'est très rapide. D'accord. Maintenant, on va aborder notre scénario pour des efforts de 1h30 à 3h. Donc là, on se rapproche des 3h. Donc là, ça peut être un marathon pour les meilleurs ou un trail court, moyen, un cyclo, lorsqu'on se rapproche des 3h. Là, quels sont tes conseils? Donc là, je partirai la première. Donc pareil, en pré-course, un petit encart toujours pour partir avec la sensation de satiété. 1 heure dans la course, on peut faire un petit gorgée de purée de noix, un petit morceau de bar, pas énorme. C'est juste pour que ça passe et psychologiquement, on a quelque chose qui rentre, donc ça va nous aider. Donc ça, c'est de 1 heure à 2h30. Et pareil, dernière 30 minutes. Là, effectivement, si on a une boisson un peu sucrée 30 minutes avant de l'arrivée dans les ravitaux, pourquoi pas? Pareil, un fruit. Parfois, ils sont les fruits secs, des abricots secs. Ça peut très bien marcher pour les dernières 30 minutes. Et pareil, les mêmes objectifs, c'est de maintenir les taux glycémiques stables dans le sang. D'accord. Donc là, tu dis que on n'associe pas du tout tes barres et tes purées avec une source de glucides comme une boisson ou des gels durant toute la durée de l'effort. Sur toute la durée, et là, quand on va passer les cas un peu plus de 3 heures, de 4 heures, je ferai un tout petit peu différente. Mais je pense que jusqu'à 3 heures, on n'a pas besoin. Parfois, des petites gorgées dans les ravitaux. Donc, pas besoin de les porter, surtout. Donc, des petites gorgées. On peut alterner entre l'eau et une boisson un tout petit peu sucrée. Et là, sur les prochaines créneaux, là, je te dirai pourquoi, c'est quoi les bons niveaux des glucides à tenir sur la durée. D'accord. Ok, mais justement, ça tombe bien parce que le prochain truc, c'est moi, j'avais pris un autre palier, mais tu as un peu parlé déjà, donc 3 à 5 heures. Et donc, au-delà de 5 heures, on va dire. Donc, au-delà, tu as dit que ça changeait à partir de 3 heures. Au-delà de 3 heures, 4, 5 heures, 6 heures, 10 heures d'effort, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va dire qu'on va faire un 6 heures jusqu'à 10 heures, que c'est un Ironman. Au 12, bon, 10, c'est genre. Ouais, t'es gentil, là. Donc, là, il faut faire attention parce que c'est beaucoup de temps et on n'a pas le temps si on a une hypoglycémie, on n'a pas vraiment le temps de les faire, d'attendre à que ça remonte. Donc, il faut être un peu plus discipliné. Pareil pour le début de la course, on part surtout parce qu'on va partir avec la natation, donc manger quelque chose, une purée ou un bar, surtout parce qu'on est en repos, donc avant la course, donc sans glucides, zéro glucides. On va faire la première partie de la course. Et là,
on va essayer de rester à un niveau que c'est 10 à 20 grammes de glucides par heure. D'accord. Ça, c'est basé sur une étude qui s'appelle FASTER, F-A-S-T-E-R. Hein. C'est une des dernières études déjà sur des coureurs plus haut niveau, Ouais. donc avec un bon niveau. Et on a vu à quel niveau de sucre on maintenait une glycémie du sang stable. Et donc, ça va de 10 à 20. Peut-être que pour quelqu'un qui est plus habitué ou qui est fort, il va faire une petite poussée parce qu'il est très bon en vélo. Donc, au départ, il va démarrer un peu plus fort que prévu. Il monte à 30. OK. Donc, on est sur une fenêtre de 10 à 30. Sur cette notion de 10-30 à l'heure, donc nos produits, ils sont presque pas des glucides. Donc, si on est en purée, on est à 5%, donc à 2 grammes pour les purées. Et la barre, je pense qu'on est ça dépend des goûts, coco, c'est 4 grammes. Donc, effectivement, à ce moment-là, et ça devient, j'étais dans la première parce qu'on va travailler sur des nouveaux produits. On va pouvoir marquer ce produit, il a 3 grammes de glucides, ce produit, il a 4. Donc, les gens, ils vont pouvoir faire sa course et dire, OK, 3 plus 10, je suis à 13, je suis bien pour l'heure. D'accord. Notre boisson, je ne sais pas si tu l'as testé, mais oui. Alors, je vais la montrer parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et d'ailleurs, je l'avais fait dans ma vidéo Crash Test. J'étais étonné pour une boisson d'Elexprise. Pour vous qui prenez surtout le no glucide, qui a quand même, je crois que j'avais calculé qu'il y avait quand même, dans une dose de 20 grammes, on a quand même plus de 10 grammes de glucides. Oui. 12, 13, je crois. Oui. Donc, quand on va la diluer sur 1 litre, on est entre 2 et 3% de glucides. D'accord. Nous avons fait des tests et avec nos ambassadeurs et avec moi-même, je l'ai testé et on mettait 0 glucides et à un niveau d'absorption, c'était plus compliqué. D'accord. C'était pas optimal à niveau d'absorption. Donc, et toutes les tests sur des boissons, ils démontrent qu'avec des 2 à 4 ou jusqu'à 6% de glucides, c'est l'absorption optimale. Donc, c'est pour ça que les boissons, quand on est déshydraté, c'est plutôt dans ces zones-là. Donc, nous, on s'est mis sur la fourchette basse. Donc, c'est 16 grammes et on la conseille. 1 litre, normalement, ça va durer, ça dépend de la chaleur, ça dépend des contextes, mais ça sera entre 1 et 2 heures d'effort. Donc, on est bien sur la fenêtre de 10 à 20 grammes par heure de glucides. Donc, dès qu'on, même, par exemple, pour celui qui veut faire un marathon, qui est habitué à prendre des gels énergétiques, tout ça, qui veut un peu de glucides, tu lui conseillerais plutôt de partir sur un sachet comme ça, quoi. Oui, effectivement. D'accord. Comment tu expliques qu'il y ait un écart aussi important entre ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les trucs qu'il faut consommer 50 grammes, 60 grammes de glucides par heure, pratiquement, et vous? Ça c'est une question quand même, parce que l'écart est énorme quand même. Si on m'avait dit 10 grammes de glucides, bon, ça va jouer sur le mot, mais là, c'est tout ou rien, quoi. Hein. Oui, bon, la partie des tutoriels, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de trouver des produits avec des glucides que nous, on a pris, OK, nous, on va faire un produit qui fonctionne très bien avant l'effort et pour la très longue distance où on a presque 0 glucides. C'est les glucides présents dans les noix, c'est pour ça qu'on est à 2, 3, 4 grammes. Pour la boisson, c'est une histoire différente. Pour favoriser l'absorption, on devait mettre 2% de glucides, donc ça fait effectivement 16 grammes. Et si tu as vu, on a fait un peu très différent de la concurrence. On n'a pas utilisé des sucres complexes. Ah, ça, j'ai pas vu. J'ai testé, donc, mais j'ai pas regardé. Donc, on a utilisé la dextrose, que c'est les sucres les plus simples. C'est comme la glucose. Ouais. C'est les plus simples et les plus facilement assimilables. Donc, l'estomac, il ne travaille pas. D'accord, ok. Il a le sucre au lieu d'avoir une dizaine de branches, 12 branches, comme on peut avoir dans les autres marques. Exactement. Parce que dès qu'on a des branches, on va utiliser l'estomac pour les décomposer. Donc, nous, l'estomac, on reste sur cette notion.
À savoir, on n'a pas parlé, mais les glucides, nous avons identifié 3 problématiques. Et là, ça va te parler d'autres marques parce que je pense qu'il y a des marques très connues qui ils ont vu les mêmes problématiques. Donc, la première, c'est les goûts. Les athlètes, ils disent, je ne peux plus de sucre, je ne peux plus de sucre. Oui, énormément. Oui. Donc, à niveau des goûts, on a des marques qui travaillent avec des chefs et qui proposent des purées de patates douces avec. Donc, ils proposent des gammes salées. Tout à fait. Mais la composition de produits, c'est toujours des Du glucides. sucre. Des pâtes de dattes. C'est toujours. Donc, mais ils résoudront la première problématique, que c'est les goûts. La deuxième problématique que nous avons identifiée, c'est les problèmes gastriques. Ouais. Et là, il a une autre marque très connue qui a résolu cette problématique. Et moi, déjà, on a identifié la problématique, c'est les problèmes gastriques. Eux, ils ont dit, OK, on va enrober les glucides sur des algues pour que ça passe et ça s'absorbe à niveau de l'intestin. Ouais. Et donc, et par contre, ils mettent encore plus de glucides. Sur cette marque, on est à plus de 5 grammes par heure. Ils ont réussi à que les corps absorbent plus. Alors, est-ce que cette marque commence par M? Oui, toute noire. Et moi, alors, je vais te dire, c'est le hasard quand même. C'est la marque que j'utilise actuellement pour mes compétitions, tout ça. Et d'ailleurs, je vais te dire que ça fonctionnait pas trop mal dans l'ensemble. Et c'est vrai qu'ils ont une formule d'encapsulage, que ce soit pour les gels ou pour la boisson. D'ailleurs, la boisson, la particularité, c'est qu'il faut, avec une boisson qui est moins de 60 grammes de calcium, pour qu'elle soit bien plus mélangée. Donc, si tu n'as pas ça, et donc, tu vois, mais ça tombe bien parce que c'est une marque que j'utilisais. Et je voulais te poser la question. Tu vas continuer, je te laisse continuer là-dessus. Je te poserai ma question après. Donc, cette marque, elle est très intéressante. Moi, j'ai testé parce que moi, ça que j'aime bien, c'est la petite texture. Donc, là, ils ont vu la même problématique que nous et ils ont résolu d'une façon complètement à l'opposé que nous. Tout à fait, ouais, tout à fait, ouais. Et donc, je pense que ce type de produit, ça fonctionne bien pour des efforts très intenses. Quand tu dis très intense, faut qu'on soit. Où c'est que, parce que pour moi, quand je fais un half triathlon en 5h50, c'est très intense. Mais pourtant, je ne suis pas dans l'intensité. Non, mais qu'est-ce que ça fait intense? Déjà, 5 heures, si tu tiens un effort 5 heures, il est beaucoup moins intense qu'un effort de 2 heures. Ouais, ou 10 km ou tout ça. Ouais. Et moi, je pense que c'est pour ça que les records de marathon, ce type de produit, parce qu'on est vraiment à un effort très intense pour 2 heures, 2h30, où les corps, il va utiliser. D'ailleurs, celui qui a battu le record, enfin, théorique, hein, on va dire, qui passait sur la barre des 2 heures sur marathon, accompagné d'équipe, il utilisait le produit de la marque M. Exactement. Et donc là, ils ont résolu ces problématiques, mais nous, on a identifié une troisième qui c'est, j'estimerais, on va dire, maintenant qu'on a beaucoup plus de gens qui font de sport et qui ne sont pas des athlètes avec une santé métabolique très saine, que c'est les problèmes des variations glycémiques. Donc, hyperglycémie, hypoglycémie. Surtout, et moi que je viens d'un pays où les taux de diabète type 2, c'est un des plus élevés per capita au monde. Ah bon? Je ne sais pas. Au Mexique, oui, on est déjà les taux d'obésité les numéro 1 per capita au monde, déjà. D'accord. Plus que les États-Unis? Oui, parce que aux États-Unis, c'est très varié. Il y a une population très saine, très fit. Comme on dit, c'est fit or fat. Hein. Ouais. Et pourtant, la cuisine mexicaine, les tacos, tout ça, c'est très bon et ça paraît plus sain qu'un burger frites ketchup. Oui, mais on a une problématique de gestion de sucre et la consommation de soda. Coca, d'accord, ok. Ouais. Et donc, pour cette personne, et je pense que tu l'as vu, hein, il a de plus en plus de gens qui font un marathon et tu dis, ah oui, ça fait des années qu'il s'entraîne, il est en surpoids.
Ouais. Et tu commences à voir et tu te dis, mais attends, tu fais autant de sport, tu es surpoids, c'est très particulier, la zone abdominale. On commence à voir des traits. Et donc, pour toutes ces personnes qui ne gèrent pas, et moi, je fais partie, qui ne gérons pas bien cette variation glycémique, donc un produit qui va mettre au corps trop de glucides trop rapidement, ce n'est pas les bons produits. D'accord. Okay. Donc, tu dis que pour des personnes, alors comme moi, par exemple, j'ai quelques kilos de gras en plus, pour des personnes comme moi, le fait d'utiliser des boissons riches en glucides ou régulièrement des produits à base glucidiques, mais rajoutés comme des boissons, tout ça, des gels, des bars, ça va contre ma performance, quoi. Grosso modo, il vaut mieux que je bascule sur une nutrition plus lipidique, plus avec des lipides, que de rester sur les glucides. Oui, complètement, hein, parce que ça, c'est des indications qui commencent à donner les cœurs, de dire, attention, mais je m'entraîne beaucoup. Ouais. Pourquoi je n'ai pas accès à mes réserves de gras? Pourquoi je n'arrive pas à les utiliser? Et une des réponses est, si on est en train de mettre des produits à base de glucides, en plus de l'alimentation quotidienne, donc on bloque. Ça veut dire qu'on a, et c'est très intéressant de voir avec un médecin, est-ce que peut-être que je sécrète de l'insuline tous les temps? Parce que parfois, on fait les tests de glycémie à jeun les matins. Ouais. Glycémie normale, c'est ça qui m'est arrivé. Le médecin, il m'a dit, mais tout va bien. Bah oui, mais quand j'ai fait glycémie plus, voir la quantité d'insuline, et là, ah oui, je suis bien, mais je ne devrais pas avoir d'insuline. D'accord. Et donc, ça empêche la utilisation des réserves de graisse. Donc là c'est une des raisons pour lesquelles on a développé ce produit. Après, utiliser les deux, parce qu'on a parlé, et tout à l'heure, je t'ai parlé 20 grammes. Après, si la boisson de cette marque, parce que je pense que je pense qu'il y a 5 grammes, à 5 grammes par litre de glucides. Comme tu dis, 5 grammes, oh, plus que ça. Je n'ai pas les sachets avec moi, mais je pense qu'on est sur des prix très, très élevés en glucides. Après, effectivement, si tu es en vélo et tu as un bidon avec cette boisson et tu as un autre bidon avec de l'eau, et tu dis, voilà, ici j'ai 100, OK, pendant 4 heures, cette bidon, je les prends, pendant 4 heures, je les finis. Là, tu es à l'équivalent des 20 grammes. 20 grammes, d'accord. Il faut calculer, grosso modo, entre 15 et 20 grammes par heure. Pas plus. Oui, si c'est un peu, comme tu dis, plus intense, si tu fais un 5h30, tu as dit c'est une longue distance, un 70? C'est 1,9 km de natation, 90 de vélo et un semi-marathon derrière. Semi-marathon, 5h30, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai fait un verre, je pense que j'étais à 5h20, mais il y a longtemps, il y a quelques années. Et effectivement, à ce moment-là, tu peux dire, OK, je suis entre 10, 20, 30 grammes, j'ai pu jouer avec les deux. Par contre, la faim, j'ai pu la calmer pour être plus saine avec un produit qui va réduire encore l'indice glycémique de la boisson. Et comme j'ai toujours dit aux gens, on est en phase d'expérimentation. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans le monde de la nutrition. Il faut essayer, il faut tester. Non, tout à fait. D'ailleurs, une question. Là, on a parlé de nutrition pendant l'effort, mais l'utilisation des graisses pendant l'effort. Mais il y a aussi des études qui ont été faites sur l'utilisation des graisses, par exemple, pour les périodes de récupération après l'exercice. Est-ce que c'est un sujet auquel vous êtes intéressé et qui peut être bénéfique pour les sportifs d'endurance? J'ai une étude là de 2019 qui a dit que la consommation de graisse après l'exercice pouvait augmenter les capacités du corps à utiliser les graisses comme source d'énergie, ce qui peut amener des bénéfices à l'athlète. Est-ce que ça, c'est un sujet qui vous intéresse ou vous vous concentrez uniquement sur l'utilisation des lipides pendant l'effort? Non, en ce moment, on réfléchit à une boisson de récupération où effectivement, ça peut aider.
Tu sais, maintenant, il avait un livre sur la flexibilité métabolique. Et je pense que cette notion d'utiliser les graisses en récupération, c'est très intéressant. Mais moi, je pense que ça fonctionne très bien quand on va faire un entraînement à jeun et qu'on ne va pas utiliser des glucides. Et après, en revenant, on va utiliser les graisses. Ça peut très bien fonctionner. Si on part faire un entraînement avec des produits très élevés en glucides, j'ai mes doutes. J'ai mes doutes que dans la fenêtre des retours, on aura le temps de dire, OK, maintenant j'utilise les graisses. C'est toujours plus facile de commencer avec les graisses et finir avec les glucides qu'à l'inverse. D'accord. Ok. Donc, c'est quelque chose qui peut être, qu'on va peut-être voir arriver, parce que du coup, ma question suivante, c'est déjà, quels sont les projets d'avenir pour Olifat et la nouvelle gamme de produits? Bah, tu as déjà répondu un petit peu. Oui, effectivement. Et si tu vois, on parle beaucoup, nous, des lipides et glucides, mais les troisièmes macronutriments qu'on n'a pas parlé, que c'est les protéines. Oui, les protéines, effectivement. Ouais. Parce que nos produits, il est très élevé en protéines. Hein. On est à 20%, je pense. On ne peut pas les marquer parce que, comme on est beaucoup sur les graisses, à niveau calorique, ça ne représente pas énormément. D'accord, ok. Mais en termes de calories, des protéines, ils sont bien riches en protéines. Pour moi, c'est sur cette boisson de récupération, c'est comment on peut jouer avec cette notion des lipides et protéines qui travaillent ensemble. Et pour apporter, pour reconstruire le muscle après l'effort et pour une meilleure récupération. D'accord. Exactement. Et aussi, on va sortir bientôt pour Pâques une édition limitée parce qu'on teste les purées, mais différents goûts avec du fruits lyophilisés. Donc, ça va augmenter un tout petit peu. Donc là, on ne serait pas à 2 grammes par sachet des glucides. Peut-être qu'on sera à 4. D'accord. Mais avec un goût que c'est vraiment très, très intéressant. D'accord. Oui, parce qu'en goût, bon, on a du café. Alors, je n'ai pas goûté encore. Cacao piment, je suis de le goûter. On a du macadamium citron, donc on a des trucs plus classiques aussi, vanille, macadamium, si je souvenir, macadamium sel. Donc, ouais, c'est des goûts quand même qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres, qui est plutôt menthe, citron, orange. C'est quelque chose de différent. C'est ma dernière question. Imagine que tu as une boule de cristal. Comment tu vois l'avenir du marché des produits énergétiques pour les sportifs? Penses-tu que la tendance vers des produits plus sains, naturels, comme ceux, par exemple, que propose Olifat, ça va continuer ou il va y avoir un retour de bâton? Qu'est-ce que tu en penses? L'évolution? Est-ce que les autres marques vont peut-être se tourner, parce que là, tu es sur un créneau, en fait, tu n'as pas de concurrence, pratiquement. Tu es seul sur le marché pour l'instant. Mais est-ce que des grosses marques, justement, ne vont pas commencer à sentir le vent tourner et vont commencer à venir sur ton créneau? Je pense que sur les grosses de marché, sans compter les professionnels, parce que ça c'est une autre chose, ils sont en train d'expérimenter avec les cétones, les esters en cétones et des choses différentes. Mais pour la plupart des marchés, je pense qu'il y a des tendances qui sont très, très pressantes. Les retours aux produits très bruts, très peu transformés, donc pas des conservateurs, pas d'édulcorants. Comme chez vous. Oui, donc ça c'est une tendance de fond. Deuxième tendance de fond, je pense que les gens ils commencent à se rendre compte qu'on fait une surconsommation de sucre. Donc, ça, c'est une tendance de fond. Donc, très peu transformé. Je pense que c'est les deux principales. Et les marques, maintenant, les marques historiques qui sont vendues que des sucres pendant des années, c'est un peu compliqué pour faire la transition. C'est compliqué, c'est sûr. C'est compliqué de faire la transition. Et donc, moi, j'ai hâte de voir, de dire comment ils vont faire cette transition. Après, sur l'alimentation quotidienne, dans les supermarchés, on commence à les voir, hein, les pâtes tartinables, ça, avec 30% moins de sucre. Ça me fait rire parce que ils se comparent à la pâte leader, que c'est 60% de sucre. Donc, 30%, oui, justement. 30% moins, c'est pas beaucoup moins. Hein. Parce que c'est vrai que moi, je ne les ai pas commandés dans mes mêmes pâtes, mais vous proposez aussi des pâtes à tartiner.
Oui, on a fait 4 pâtes tartinables pour les petits déjeuners qu'on a parlé avant course, où on vient mettre très peu d'ingrédients, que les noix, et on vient jouer avec des goûts très intéressants. On a une pâte betterave cumin. Ouais. On a une autre qui c'est très classique. Bon, c'est juste la noix de macadamia avec de framboise, Ça lyophilisée. me parle plus déjà, ouais. Ça, c'est les deux classiques, c'est framboise, et on a une autre avec cacao, banane. Ça peut passer, mais betterave, je sais plus quoi, au petit déjeuner. Il faut la tester. Hein, parce oui, il faut la tester, bien sûr. Ouais. C'est un petit déjeuner salé, effectivement. D'accord. D'accord. Donc là, pour tes pâtes tartinées, on va finir là-dessus. C'est au petit déjeuner, donc sur du pain, comme ça, ou tu peux le mettre, par exemple, uniquement dans des yaourts, par exemple. Cuire les trucs comme ça. Les deux, je pense que les salés, donc les betteraves cumin et les bananes curry, ça fonctionne très bien avec une tartine. Ouais. Et on a les pâtes qui sont plus sucrées. Bon, c'est pas sucré, les plus doux, que ça fonctionne très bien avec un yaourt, avec du mascarpone. Moi, j'aime bien les mascarpone parce que c'est un peu plus gras. Ouais. Et ça fonctionne très bien avec un mascarpone. D'accord. Pardon. Mais pour moi, c'est parfait. Tu as répondu à toutes mes questions. Pour finir, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu as un mot à rajouter qu'on n'a pas abordé ici, que tu aimerais faire passer, ou des précisions à apporter par rapport à l'utilisation des glucides, lipides, qu'on a abordé dans cette interview? Je pense que c'est très bien de passer les messages aux gens, déjà, de ne pas avoir des a priori, mais plutôt tester, de dire, OK, ça me convient pas. Pareil pour la boisson. Moi, je me suis retrouvé avec beaucoup d'études sur la partie hydratation où on demandait aux gens de boire beaucoup, plus d'un litre par heure. Et je pense qu'il faut écouter son corps. Moi, les gens ils me disent, mais est-ce que j'ai vu un peu moins? Il faut écouter son corps. Et si on a soif, on boit. Si on n'a pas soif, on n'a pas besoin de boire. Mais souvent, on te dit que lorsque tu as soif, c'est déjà plutôt tard. Ouais, je pense que ça, c'était un petit speech de marketing d'une des marques de boissons. D'accord, ok. Je pense que le corps, il est très bien fait pour dire, voilà, c'est pas trop tard parce que tu sais que ceux qui gagnent les marathons, et ça, toutes les études, les premières 10 places dans les marathons, sont ceux qui arrivent à tenir une déshydratation de 5 à 8% de corps. Donc, ils arrivent avec une perte de poids de 5 à 8%, et c'est toujours ceux qui gagnent. D'accord, ok. Donc, ils boivent moins que ce qu'ils pourraient boire, quoi, grosso modo. C'est en résumé. Et qu'ils sont habitués et que les corps, ils savent très bien qu'il peut arriver. J'ai passé sur beaucoup de recherches. Je pense que depuis, je pense qu'il n'a pas des morts de déshydratation dans un marathon. D'accord. Okay. Oui, je pense que. Mais par contre, il a eu des cas, des gens qui boivent trop et qui sont décédés à cause de ça. D'accord, ok. Et juste une dernière petite précision. Combien de temps il faut pour s'adapter, par exemple, pour celui qui veut faire comme moi, la transition de produits énergétiques de la marque M, ou une autre marque d'ailleurs, et basculer sur une consommation uniquement de produits, on va dire, à base de l'oléagineux et de lipides. Combien de temps la transition va durer? Très bonne question. Si c'est juste pour la partie quand tu vas faire du sport et ton alimentation quotidienne il reste telle qu'elle, tu peux tout de suite avoir des bénéfices quand tu prends ce type de produits comme Holy Fat les matins. Si tu fais ton entraînement à jeun, déjà tu pars avec un avantage parce que toute la nuit tu n'as pas mangé, donc tu seras plutôt en train d'utiliser tes graisses. Tu utilises Holy Fat pour la course. Pour l'entraînement des matins. Donc là, tu peux tout de suite voir des bénéfices.
Les premières sorties, je conseille toujours d'avoir quelque chose de sucré parce qu'effectivement, peut-être qu'on est habitué et on a besoin d'un petit boost pour la fin. Parce que tu vois, moi j'ai testé donc les 2 premières sorties que j'ai faites avec ces produits-là. Je suis parti à jeun, que ce soit la purée ou la barre ou le métier, et j'ai pas eu de soucis. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de faire mes sorties à jeun et je suis pas en dehors des produits énergétiques comme ça que j'utilise au quotidien, régulièrement, on va dire. Je suis pas un grand fan de sucre rapide, toi. Je suis pas un grand fan de gâteaux, tout comme ça. Donc peut-être que mon corps est plus facile à plus l'habitude d'utiliser ce type-là. Mais pour une personne qui consomme, par exemple, qui prend l'habitude d'un petit déjeuner sucré, confiture, pain, beurre, tradition à la française, ça peut être peut-être certainement plus long. Ça peut être plus long, mais il faut commencer avec les pâtes tartinables. Parce qu'une fois qu'on va ajouter les graisses sur les croissants, là, ça va réduire l'indice glycémique du croissant. Et donc, commencer avec des petites habitudes comme ça, pour les matins, prendre un peu plus de beurre et un peu moins de confiture sur les croissants, c'est aussi des petites choses qu'on peut faire. Commencer l'entraînement avec les lipides et finir avec les glucides. Si est-ce qu'on va faire un mix des 2 produits. D'accord. Ok. Et pas au contraire. D'accord. Ok. Mais pour moi, c'est parfait. L'interview a répondu à toutes les questions et je pense que ça va plaire. Je te remercie, Alvaro, pour cette belle interview. Merci beaucoup, Gianmarc. C'était vraiment très intéressant. Merci. Ciao, ciao.